Bonjour à tous. Donc je m'appelle Cédric. Au début, j'étais un petit peu étonné qu'on m'ait convié à cette journée de l'e-tourisme parce que je ne suis pas un spécialiste du tourisme. Mais au final, mon expérience est dans l'analyse de données, etc. Donc je me suis dit, et c'est probablement le cas de peut-être certains acteurs du secteur, c'est que c'est la première fois que vous allez analyser peut-être des données. Donc au final, on est dans la même situation. C'est la première fois que je me suis lancé à analyser des données liées au secteur touristique. Et probablement que les chiffres et les analyses sont un peu basiques pour commencer, mais en tout cas, ça permettra de commencer quelque part et de mettre des pavés pour la suite, faire grandir la réflexion, etc. Donc voilà. Donc un peu de contexte pour commencer. Donc en 2006, il y a quelqu'un qui a dit, donc Clive Humby, qui est un mathématicien, il a dit que la donnée est le nouveau pétrole. Alors, surtout quand on a l'image ici à l'appui, on se dit il suffit juste de creuser, d'avoir des données, et puis tout à coup, on devient riche. Mais ce que les gens oublient souvent derrière cette citation, c'est que, en fait, et c'est le parallèle entre le pétrole et les données, c'est que le pétrole n'est pas utilisable en tant que tel. Le pétrole, il faut le raffiner. Mais les données, c'est la même chose. Il y a tout un travail de préparation, comprendre, et on le fera un petit peu avec l'exemple qu'on couvrira aujourd'hui, pour se dire, tiens, qu'est-ce que représentent mes données? Que représente chaque ligne de mon jeu de données, chaque colonne? Est-ce que les modalités d'une variable ont été bien encodées? Est-ce que c'est celle attendue? Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de questions et de préparation avant de pouvoir analyser les données. Donc c'est vraiment ça à mettre en, on va dire, c'est ça que je veux souligner par le fait que c'est pas seulement une source de richesse parce qu'on a des données, il faut pouvoir les exploiter, etc. Dans la même idée, en fait, il y a aussi, en 2017, il y a le journal The Economist qui avait titré un de ses articles en disant la ressource qui a la plus de valeur actuellement n'est plus le pétrole, mais ce sont les données. Donc évidemment, là, on retombe peut-être dans les a priori qu'on pourrait avoir de la première image où on se dit il suffit de creuser et on est riche. Non, il faut extraire les données, mais après les préparer, les raffiner, etc. Donc il y a tout un travail de préparation et dans les grands acteurs qui utilisent les données qu'on reconnaît, donc Amazon, Google, Facebook, Tesla, etc. Chacun a sa propre usine pour vraiment traiter, raffiner ces données et pour en faire des cas d'utilisation particuliers pour, comme mentionné l'intervenant précédent, voilà, favoriser l'engagement sur les plateformes, par exemple. Donc voilà, on peut passer, je crois, à l'exemple suivant, au slide suivant. Donc, au final, les données, ça ressemble à quoi? C'est vrai que c'est pas très sexy comme ça, mais bon, c'est les données, c'est des jeux de données. Donc, comment on peut commencer à analyser les choses? Donc, ce qui est important de savoir, qu'on a un jeu de données à disposition. Donc, ici, le jeu de données, c'est un jeu de données que j'ai trouvé sur Internet, qui est en libre service, en open data. Donc sur le site Kaggle, donc c'est un site de compétition où on peut analyser des données. Et sur ce site, il y a des données qui sont liées aux réservations d'un hôtel. Donc cet hôtel est basé, ce qu'ils nous disent, c'est que cet hôtel est basé au Portugal. Et donc il y a deux types d'implantation. Donc la première implantation qu'on voit ici, c'est Resort Hotel, donc c'est un hôtel qui est plutôt balnéaire, donc proche de la mer, et puis il y en a un autre qui est appelé City Hotel, donc qui est plutôt au sein d'une ville. Et donc ils ont mis à disposition toutes les réservations qui ont été faites entre si je dis pas de bêtises, entre le 1er juillet 2015 et fin 2017. Et donc voilà, on a toute une série d'informations à disposition. Donc quand on a un jeu de données, on se demande, premièrement, la première chose qui est très importante, c'est de se dire qu'est-ce que représente chaque ligne de mon jeu de données. Donc là, chaque ligne de mon jeu de données représente une réservation. Donc si je somme l'ensemble de mes lignes, j'ai le nombre de réservations qui ont été faites sur le site. Ici, c'est simplement en subset, donc une sous-partie de mon jeu de données, parce qu'il y a plus de 119 000, je crois, réservations. Donc évidemment, je n'allais pas les afficher toutes en slide. Alors, et donc après, une fois qu'on a compris un petit peu quel est ce que j'appelle en quelque sorte le niveau de granularité de mes données, que représente une ligne dans mon jeu de données, il y a toute une série d'informations qui sont à disposition. Alors, comme j'ai dit, l'hôtel, soit c'est Resort Hotel ou alors c'est plutôt City Hotel pour différencier où a été faite la réservation.
Une information déjà super intéressante, je trouve, et qui sera analysée un petit peu plus tard, c'est ce qu'ils appellent le lead time. Donc c'est le temps en nombre de jours entre la réservation faite par le client et la date d'arrivée. Donc ça permet de voir un petit peu aussi quand on pourrait éventuellement placer des fenêtres marketing, parce qu'on sait que les gens réservent peut-être plutôt 15, 20, 30 jours à l'avance. Donc voilà, on fera une analyse vraiment spécifique liée à cela. On a ici, évidemment, et vu que c'est un dataset lié aux réservations, des choses qui sont attendues comme l'année d'arrivée, le mois d'arrivée, le jour d'arrivée, etc. Puis après, on a des informations aussi sur le nombre de jours, donc le nombre de nuitées mais durant le week-end et le nombre de nuitées durant la semaine qui sont ici. Donc évidemment, si on somme ces deux colonnes, on pourrait avoir simplement une nouvelle variable qui est simplement le nombre de nuitées pour savoir en moyenne combien de nuitées passent mes clients au sein de mes établissements. Pour la suite, on a le nombre de personnes adultes, le nombre d'enfants, le nombre de bébés, le type de repas. Donc BB, c'est pour break and breakfast. On a aussi HB, c'est half board, donc c'est en semi-pension. Donc il y a un repas supplémentaire sur la journée. Et puis il y a FB pour full board, donc c'est en pension complète. Puis on a même le pays d'où vient le client. Et puis on a même une notion de segmentation marketing qui est plutôt, on va dire, le canal par lequel est venu le client. Alors on voit quelques types d'informations qui sont par exemple en direct. Donc on suppose que le client a pris directement contact avec on va dire, l'hébergeur. Corporate, donc c'est plutôt un type de clients qui sont des entreprises. Online TA, donc TA c'est pour Travel Agencies, donc agence de voyage, et TO c'est pour Tour Operator. Donc voilà, donc on a différents canaux d'acquisition des réservations, et donc on pourrait avoir un peu plus d'informations là-dessus. Donc on a aussi au slide suivant, voilà. Et c'est la dernière slide qui présente vraiment les données. Donc on revient sur le market segment pour dire que c'est la continuité. On a encore d'autres colonnes, certaines que je ne vais pas commenter, mais qui ne sont pas les plus importantes. Une colonne qui sera un peu analysée, qui serait le ADR, donc c'est ce qu'ils appellent le Average Daily Rate, donc c'est l'argent que cela a rapporté divisé par le nombre de nuits. Donc on pourrait dire le coût moyen de la nuitée pour la réservation en question. Vu que précédemment j'avais le nombre de nuits, si je fais le nombre de nuits fois le coût moyen, je pourrais savoir ce que chaque réservation m'a rapporté en euros. Un travail qui n'a pas été fait, et vous voyez peut-être certaines valeurs là, ADR égale 0. Donc évidemment dans chaque analyse de données, mais évidemment moi je ne connais pas ceux qui ont produit les données, il faudrait pouvoir comprendre pourquoi il y a des fois cet ADR est à 0, c'est pour qu'en 1 à 2% des records, mais quand même c'est quand même important dans chaque analyse de pouvoir identifier pourquoi ce genre de choses apparaissent. Évidemment, je ne peux pas y répondre tout seul, sauf si j'aurais passé peut-être plus de temps à analyser quelles sont les conditions qui feraient qu'on arrive à 0, mais ça sort du cadre, on va dire, de la conférence ici. Et puis certaines informations encore, et puis on va terminer par les deux qui sont assez importantes aussi, qui sont le statut de la réservation. Est-ce que la réservation a été annulée, oui ou non? Check-out, c'est-à-dire que la personne est partie, donc elle est bien venue. Et puis il y a aussi une autre valeur qui est possible, qui est no-show, donc des clients qui ne se seraient même pas présentés. Donc voilà. Et donc, une fois qu'on part de cette donnée-là, ben, c'est très bien, on a 100 000 lignes, on a quand même quelques colonnes, et j'en ai encore caché ici. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir en sortir? Il va falloir agréger ces données que pour en tirer des tendances pour comprendre mon business, qui est en l'occurrence ici la réservation d'hôtels. Donc, sur le slide suivant, on va voir comment on peut... voilà, on peut encore avancer d'une, voilà. Dans les outils, on va dire, pour visualiser ces données, justement, maintenant on est sur l'étape de la visualisation et donc de transformer, on va dire, la data en connaissance et en information et en connaissance. On va mettre certains champs à disposition, ce qu'on appelle des champs sur lesquels on va pouvoir filtrer. Donc l'hôtel, je pourrais filtrer.
le statut de la réservation, le market segment, 1000, donc le type de repas, si on est en pension complète ou pas, et le pays. Et donc, pour toutes les analyses que j'ai faites pour la suite, j'affiche toujours en haut à droite, donc ça va apparaître maintenant, le statut sur lequel j'ai filtré. Donc, je veux analyser simplement les gens qui sont venus. Donc, pour l'instant, je me focalise simplement sur les gens qui sont avec le statut de réservation check-out, donc simplement qui sont bienvenus donc, on peut avancer de 2 maintenant ici. Voilà, il apparaît, parfait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je vais me dire, tiens, je vais essayer d'analyser peut-être mon nombre moyen de nuits, mon nombre de moyens de nuitées, et voir comment ça évolue à travers le temps. Donc l'axe horizontal, c'est l'axe du temps, c'est la date à laquelle les gens arriveront. Et donc l'axe vertical, c'est quel est en moyenne le nombre de jours que les gens vont rester. Et donc on voit bien qu'il y a une certaine, probablement une tendance, une saisonnalité, on va la vérifier dans un instant. Mais en tout cas, on voit une évolution et on pourrait se dire, tiens, si je suis vraiment sur quelque chose de très montant, ça se porte bien, c'est très descendant, peut-être que je dois faire attention parce que des gens qui ne restent pas trop longtemps, je dois acquérir plus de clients. Donc en tout cas, il y a une certaine réflexion qui se fait par rapport à ça, c'est la ligne continue. Et puis la ligne, on va dire en pointillé, c'est une interpolation, on va dire, pour donner la tendance et donner quand même en sens de lecture. Donc il y a des moments ça diminue un petit peu et à d'autres moments ça augmente. Si on veut vraiment se dire, tiens, est-ce que mon nombre moyen de nuitées du mois de juillet est comparable à l'année dernière, ça va être un petit peu difficile d'utiliser ce genre de graphique parce que je vais devoir regarder juillet 2015, aller beaucoup plus loin, juillet 2016, et puis se dire, tiens, est-ce que le point est plus haut ou plus bas? C'est un travail impossible. Donc, ce qui est important aussi, c'est quand on veut tirer une information d'un graphique, en général, un graphique va pouvoir dire qu'une ou deux choses, si on veut tirer d'autres informations, il faut présenter l'information différemment. Et donc, ici, on voit que grâce en remettant, c'est exactement les mêmes données, j'ai affiché les mois de réservation en dessous, et puis j'ai fait 3 lignes différentes avec les 3 années qui sont couvertes. Et donc là, visuellement, on va pouvoir comparer si mon nombre moyen de nuitées est proche ou pas d'une année à l'autre. Donc on voit que c'est quand même relativement proche d'une année à l'autre. 2017 qui est en rouge semble un petit peu plus élevé, en tout cas pour le début d'année, donc en tout cas rien d'inquiétant, tout semble normal, et c'est peut-être pas en axe d'analyse, surtout que, ou en axe d'action dans le sens où le nombre de nuitées, il faut quand même savoir est-ce que les gens ont le temps de rester plus, est-ce qu'ils ont les moyens de rester plus longtemps, etc. Donc c'est quand même pas simple non plus de travailler sur cet axe, mais en tout cas voilà, c'est quand même des informations qui sont précieuses. Dans le genre d'outils, on peut bien sûr aussi filtrer, on va dire, sur, par exemple, les gens qui viennent que d'un seul pays, est-ce qu'ils restent plus ou moins longtemps que ce que je vois ici. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations qu'on pourrait encore retirer, mais ce n'est pas la direction que je vais prendre. Si on passe au slide suivant, on fait le même genre d'analyse, mais en euros. Comme ça, on a un peu une vue sur, en chiffre d'affaires, qu'est-ce que me rapporte chaque mois, on va dire, chaque mois d'arrivée des clients. Donc on avait le nombre de nuits, le taux moyen par nuit, on va dire, donc le prix moyen par nuit. J'ai multiplié les deux en amont. J'avais une nouvelle colonne qui me représente, on va dire, le nombre de ventes en euros. Et donc après, je somme ce nombre de ventes par mois pour voir un petit peu l'évolution. À nouveau, ça augmente et puis ça diminue, mais sur quelle tendance je suis, c'est peut-être un peu difficile à dire parce qu'il y a quand même beaucoup de mois. J'applique le même procédé simplement. Et donc je n'affiche que les mois dans le deuxième graphique et je vois d'une année à l'autre si je me porte mieux ou moins bien. Je crois que la saisonnalité est quand même assez claire. En janvier, février, mars, c'est quand même plus calme, puis on monte en puissance sur les mois de l'été et puis c'est de nouveau plus calme en fin d'année. Ce qui est important surtout, c'est voilà, 2016 par rapport à 2015, on est plus élevé, et 2017 par rapport à 2016, on est aussi plus élevé. Donc ici, tout se passe bien aussi, donc on se dit, il y a peut-être aussi d'autres, il faut peut-être analyser d'autres métriques. Et donc, c'est ce que je fais dans le slide suivant. Donc ici, ce sont les nombres de réservations maintenant, donc ce qui était représenté dans mon dataset par simplement le nombre de lignes dans mon jeu de données. Et donc là, ce que je fais, c'est que je somme le nombre de réservations avec aussi là une saisonnalité. J'applique le même procédé, on aura le deuxième graphique qui apparaît juste ici en dessous.
Merci. Et là, on voit aussi une saisonnalité et on voit potentiellement aussi on se porte mieux ou moins bien que les années précédentes. Donc là, on se dit, en tout cas, il n'y a rien de rouge dans le sens où il n'y a pas une diminution forte ou pas de diminution par rapport entre 2017 et 2016, donc tout est bon. Mais en tout cas, sur le nombre de réservations, j'ai peut-être un pouvoir d'action. Si je fais par exemple du marketing ou du marketing plus ciblé, je vais peut-être augmenter mon nombre de réservations et peut-être combler les mois où c'est plus calme, où j'ai moins de réservations, qui seront peut-être les mois en début d'année ou les mois en fin d'année. Donc je continue un peu dans cette réflexion. Donc je suis toujours sur le nombre de réservations, toujours sur ceux qui sont check-out, donc sur les gens qui sont partis, et puis je me demande quels sont mes canaux en l'occurrence d'acquisition. Et donc là j'ai différents canaux d'acquisition, donc online TA pour les travel agencies, et offline TATO pour les tour operators et aussi travel agencies, mais plutôt une réservation qui se fait plus offline. Est-ce que là j'ai un pouvoir d'action? Il faut que j'aille voir les gens, etc. Donc ça peut prendre du temps, ça peut prendre du temps et c'est peut-être pas directement actionnable. Ici j'ai mon troisième bloc qui est direct, donc ça c'est vraiment les gens qui ont directement réservé chez moi, donc ils ont trouvé quand même un moyen de réserver des nuits d'hôtel chez moi, donc peut-être que je pourrais essayer d'en attirer plus. Et puis après il y en a d'autres qui sont probablement des notions directes mais très spécifiques pour des groupes corporate, complémentaires, je ne sais pas ce que ça veut dire ici, dans ce cadre-ci. Donc voilà, ce serait aussi une question supplémentaire à poser à ceux qui ont fourni le jeu de données. Et puis aussi même l'aviation, donc probablement qu'ils ont du personnel de cabine ou des pilotes d'avion qui viennent dormir. Donc voilà. Donc je me dis peut-être que voilà, au niveau direct, il y a un plan d'action, c'est le troisième plus important, en tout cas sur lequel je peux avoir un effet direct sans commencer par ou discuter avec mes partenaires, mes agences de voyage ou tour operators. Donc voilà. Et puis si je mets en relation le prix moyen que chaque groupe a payé, je vois quand même qu'au niveau direct, je me trouve quand même à un niveau relativement élevé, ou en tout cas, voilà, c'est un segment qui peut être toujours rentable. Une chose, j'avais remarqué que par exemple pour complémentaire, il y avait beaucoup de valeurs ADR, donc le average daily rate à 0, ce qui fait que artificiellement il est très proche de 0. Donc évidemment, si je veux faire une analyse sur ce complémentaire et que je veux voir la rentabilité de ce domaine-là, il faut que je puisse comprendre pourquoi il y a des valeurs dans mon jeu de données qui sont égales à 0 et qui tirent vraiment évidemment la moyenne vers le bas. Donc voilà, je me suis dit maintenant, j'étais sur les check-out, je vais analyser simplement les directs. Donc je rajoute un filtre et on arrive au slide suivant où on va analyser sur les réservations seulement où les gens sont véritablement venus et seulement qui ont réservé directement via un canal chez moi. Et je vais voir par mois où les gens arrivent, quel est le temps moyen en avance où les gens réservent. Et là, je vois quand même des différences très fortes. Et là peut-être qu'une stratégie peut commencer à s'élaborer. En juin, juillet, août, les gens réservent en moyenne 83 jours en avance, 74. Donc c'est très élevé, mais on voit qu'en début et en fin d'année, c'est quand même relativement plus faible en tout cas. À l'entour de novembre, c'est 19 jours, et là en janvier, février, janvier c'est même 12 jours, donc février 24 jours, donc c'est quand même, les gens décident en moyenne relativement tard avant de venir, donc peut-être qu'il y a un point d'action à prendre ici. Ici, ce sont des moyennes, évidemment. Donc, si je veux aller plus loin, peut-être que j'ai beaucoup de chiffres à quelques... Supposons qu'on prend le mois de janvier. J'imagine que j'ai beaucoup de réservations peut-être à 0, mais j'ai peut-être quand même quelques réservations ou un ensemble considérable à 25, 30, 40. Donc, il faut savoir si ce groupe est homogène ou pas. Donc, on va arriver au slide suivant, qui est voilà, un type de graphique que vous avez peut-être vu dans vos cours de statistiques, ce qu'on appelle le box plot ou la boîte à moustaches, et qui représente la distribution de ces données. Donc se dire, au plus la boîte est déjà petite et au plus les données sont concentrées. Donc ça veut dire que quand j'avais ma moyenne de 12 ici, la distribution de ce temps en avance auquel les gens réservent
est quand même fortement concentré. Et là, peut-être qu'une stratégie peut s'élaborer de façon plus concrète en se disant, ben tiens, le haut de la boîte représente 75% de mes individus. Donc, dans les gens qui réservent en janvier, au maximum, ici, je suis peut-être à 8, 9, 10 jours. Allez, ici, c'est 10 jours, donc je suis peut-être à 9 jours. Donc, j'ai 75% de mes clients qui réservent pour le mois de janvier qui ont réservé au maximum 10 jours ou 8 jours à l'avance. Donc, je me dis peut-être que j'ai une fenêtre de tir très courte. Donc, si je fais une pub pendant très peu de temps, ça va me coûter moins cher. Je la fais en décembre. Donc, c'est peut-être une période sur laquelle c'est moins cher aussi de faire de la pub. Donc, il y a peut-être une stratégie marketing à élaborer à ce niveau-là. Évidemment, ça doit être confronté avec les réalités du métier que je ne connais pas. Donc, peut-être que vous me les ferez part durant les questions. Mais donc, voilà, il y a des choses, en tout cas, à pouvoir construire. Mais en tout cas, voilà, chaque question et chaque stratégie, on essaie de voir si potentiellement on le voit dans les données, oui ou non, et on prend des décisions sur base de ça et on avance petit à petit. Donc c'est un peu la réflexion et de passer vraiment de la data à la connaissance et puis éventuellement à la décision si on décide de se dire mais tiens, en janvier, février, les gens se décident relativement tard, peut-être que je peux faire des campagnes ciblées pour peu de temps en avance pour essayer de les convaincre, enfin pour essayer de faire venir plus de gens à ce moment-là, des périodes pendant lesquelles j'ai moins de réservations et que mon chiffre d'affaires est plus bas, donc peut-être pour un peu lisser mon chiffre d'affaires sur l'année. Donc on peut passer au slide suivant. Et donc, vu qu'on est au niveau du tourisme, je me suis dit, bah tiens, si on voyageait un petit peu, mais un pays que vous peut-être connaissez un peu moins, donc tout ce qu'on appelle l'algorithmique. Ce que je vous propose, on peut passer au slide suivant, voilà. Au niveau de l'algorithmique, il y a deux choses. Il y a une approche plutôt classique et une approche plutôt, ce qu'on appelle machine learning, peu importe les mots. Je vais prendre la métaphore suivante, où on doit enseigner à un enfant pour reconnaître différents fruits. Et on se dit, bah, tiens, si j'utilise l'approche machine learning, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est la façon d'apprentissage classique pour les enfants, c'est je lui montre une pomme et je lui dis, bah, c'est une pomme. Et donc, en entrée, je lui fournis les données. Les données, c'est ce qu'il voit, en fait. Et la réponse, c'est ce que je lui dis oralement. Je lui dis, c'est une pomme. Et donc, sur base de ça, il va, à force de répétition, de quelques répétitions, il va vite comprendre ce que c'est une pomme. Dans l'approche classique, évidemment, personne n'éduque ses enfants comme ça. On aurait plutôt dit, ben voilà, si tu vois une petite tige avec une petite feuille dessus, si c'est rond, si c'est lisse, si c'est rouge, ça peut être vert aussi, etc. On essaye de lister tout un ensemble de règles, et si tu vois ces conditions qui sont respectées, alors c'est une pomme. Donc là, ça c'est plutôt la première approche, l'approche classique. Ces approches sont complémentaires, une n'est pas mieux que l'autre. Dans certains cas, on va utiliser la première approche. Dans certains cas, la deuxième approche. Mon point suivant, c'est qu'on pourrait appliquer ce genre de technique pour justement un jeu de données qu'on va voir juste dans le slide qui arrive. Donc, et là, je vous propose un petit peu de... Voilà, si on joue au golf, l'idée c'est on a un jeu de données qu'on va voir voilà, à l'écran et on se dit, ben, tiens, je prends certains relevés tous les matins sur certaines informations. Quel est le type de temps? Donc ça, c'est le temps ici, Outlook. Donc si c'est ensoleillé, on va dire couvert ou pluvieux. La température, l'humidité et s'il y a du vent, oui ou non. Et puis l'information qui m'intéresse, c'est potentiellement est-ce qu'on joue au golf ce jour-là. Supposons que je suis gestionnaire de green pour du golf. Et donc, l'idée, ce serait de prendre les relevés le matin et de se dire, ben, tiens, est-ce que je peux, via des notifications, etc., dire aux membres, ben, aujourd'hui, on jouera au golf, oui ou non. Et donc, si on applique des techniques voilà, de machine learning, donc de l'apprentissage automatique sur ces données-là, on peut créer, par exemple, un type de modèle qui s'appelle des arbres de décision, et on va voir le résultat de l'arbre de décision, qui va essayer de nous guider et trouver la meilleure réponse en fonction des paramètres météo que j'ai vus. Par exemple, si le temps est couvert, ben, on va plutôt jouer au golf. S'il pleut, alors je me pose une autre question au niveau du vent, s'il y a du vent, oui ou non, et en fonction, ben, on va jouer au golf, oui ou non. Au niveau, voilà, s'il fait ensoleillé, il faudrait que je regarde l'humidité, et en fonction de ça, je pourrais envoyer une notification aux membres si les gens jouent au golf ou pas. Donc l'idée, c'est que sur base de données, on peut
En tout cas, la machine peut déterminer des ensembles de règles qui sont plus ou moins spécifiques et qui permettent de prendre une décision et surtout de la prendre en amont pour avoir une meilleure expérience client, pour limiter les coûts, pour éviter, par exemple, dans ce cas-ci, de ne pas faire venir du personnel si on décide de ne pas jouer au golf, etc. Donc, on pourrait trouver plein de cas d'usage au fait qu'on puisse prédire si oui ou non, dans l'après-midi, on va jouer au golf. Et donc, pour conclure, pour le premier point, donc ce que je note, c'est qu'il n'y a pas d'IA sans data, donc ce qui est vraiment important, et c'est un peu la métaphore que je veux mettre en place, c'est que voilà, si on voit l'IA comme un moteur, ben, les data, c'est vraiment l'essence qui fournit le moteur, donc là, s'il n'y a pas de data, pas d'IA, ça c'est sûr. En deuxième point, et qui est vraiment partagé par de plus en plus d'experts, c'est en tout cas que la combinaison humain et IA, on va dire, ou en tout cas des systèmes intelligents, parce que IA est parfois un terme un petit peu qui met sur des mauvaises pistes, dirons-nous. Donc la combinaison humain et système intelligent fournit en général le meilleur des deux mondes, où on peut se renforcer l'un l'autre. Par exemple, dans une application qu'ils ont développée en France qui s'appelle Around Us, où ils ont essayé de collecter un ensemble d'endroits insolites à visiter. Ils ont justement combiné l'IA pour retrouver ces points d'intérêt, et puis ces points d'intérêt sont commentés et sont filtrés par la communauté en disant oui, c'est intéressant, c'est pas intéressant, au final il n'y a rien là. Donc vraiment c'est cette interaction entre l'humain et éventuellement les propositions ou les prédictions faites par le système qui permettent d'émerger sur un système plus intéressant. Évidemment, ce qu'on ne peut pas éviter dans les discussions actuelles, mais je crois que c'est aussi abordé cet après-midi, c'est tout ce qui est les chatbots, donc les agents conversationnels qui font leur retour, qui étaient déjà là il y a quelques années, où en général on faisait des chatbots qui étaient très dirigés dans le sens où il y avait une liste prédéfinie et on allait potentiellement dans différents niveaux et sous-niveaux, comme dans un répertoire téléphonique ou sur une messagerie. Ici les chatbots font leur retour probablement avec des possibilités infinies, peut-être pour le meilleur et pour le pire, évidemment. Donc voilà, ici se conclut ma présentation sur les données. J'espère que vous aurez appris des choses et en tout cas que ça vous aura donné envie de creuser vos propres données et d'aller chercher dans vos systèmes opérationnels qui supportent tout ça. Merci. Merci. Merci Cédric.